La magie a été réalisée par George Russell en obtenant la pole position à Singapour. En effet, beaucoup avaient donné la Mercedes pour perdue au début de ce week-end, et maintenant elle se retrouve en première position avec Russell et en quatrième position avec Kimi Antonelli. Mais je veux voir avec vous ce qui a permis à Russell de faire la pole. Eh bien, c'est une question d'équilibre de freinage et de récupération d'énergie. Allons les voir ensemble avec quelque chose que personne ne vous dit et qui apparaît dans les coulisses de cette pole position, mais qui est fondamental. Continuons avec le tour, en particulier la première chicane. Nous voyons une Mercedes qui est extrêmement précise à l'avant. Regardons l'entrée et ensuite nous irons voir également la question de l'équilibre de freinage. Voyons ici, elle parvient à être super précise. Dans ce cas, elle n'a même pas besoin d'exploiter autant le vibreur extérieur qui devient ensuite l'intérieur du virage 2. Et nous voyons comment Russell se retrouve bien à l'intérieur de la ligne blanche. Dans ce cas, parce que la Mercedes est très agile, très rapide dans ce secteur et super précise, grâce à la modification que Mercedes a faite sur l'aileron avant qu'il va se plier grâce à la partie en carbone du flap qui a été corrigée pour le Grand Prix de Singapour. Nous avons vu ensemble hier que Mercedes a apporté un nouvel aileron avant avec une modification du flap qui se plie en fonction des virages et sur la ligne droite, garantit évidemment moins de résistance aérodynamique en courbe, plus d'incidence et cela permet à Mercedes d'être plus rapide, plus précise. Et c'est un grand avantage sur un circuit comme Singapour, où, rappelons-le, les vitesses atteintes ne sont pas très élevées, et donc le fond plat compte moins pour générer de l'appui, et l'aileron avant et arrière joue un rôle plus important. Ceci dit, maintenant allons analyser tout en détail, allons voir le tour de Russell. Avant cela, je vous rappelle évidemment de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications. Si vous aimez les vidéos sur la chaîne avec ces analyses techniques sur les tours, également réalisées par les pilotes. Je vous remercie de tout cœur pour votre soutien et écrivez-moi évidemment dans les commentaires comment vous avez vu cette pole de Russell, si elle est arrivée de manière inattendue pour vous et comment vous voyez également les performances de Verstappen, des McLaren, des Ferrari. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ceci dit, revenons à l'analyse de notre tour et voyons où Russell fait la différence. Continuons. Ici, nous voyons comment il parvient à être super précis dans ce secteur. En effet, nous voyons ici qu'il arrive très précisément au vibreur, mais ne monte même pas trop dessus, car cela déséquilibre la monoplace, et ce n'est pas nécessaire pour avoir plus de vitesse en courbe. Il faut arriver le plus près possible sans l'exploiter et l'attaquer de manière trop agressive. Et c'est ce que fait Russell. Continuons, maintenant que je vais vous montrer la question de l'équilibre de freinage. Très important. Dans ce cas, Russell sort très bien. Il parvient à accélérer immédiatement. Vous voyez ici qu'il a le volant droit. Il parvient à bien sortir, à avoir une bonne traction en sortie de virage. Et nous arrivons ici. Nous voyons ici qu'il est écrit 58.4. Nous le voyons très bien dans ce cas. C'est l'équilibre de freinage réglé par Russell. Et nous voyons qu'il va le baisser à 58.3 parce qu'il avait besoin de 58.4 dans la première partie, la première chicane, où il est nécessaire d'avoir un bon équilibre du frein moteur à l'avant. Et donc il a une valeur plus élevée. 58.4 est la différence qu'il y a entre l'avant et l'arrière. Donc nous avons un 58.4 à l'avant du frein et 41.6 à l'arrière. Dans ce cas, pour le prochain virage, il est nécessaire d'avoir un peu plus de frein à l'arrière et moins à l'avant, car c'est un virage plus rapide et donc il va baisser le frein moteur à l'avant en augmentant à l'arrière. Donc cela pour vous faire comprendre toutes les différences que Russell fait dans le tour et ensuite nous le verrons aussi après, il fait beaucoup de corrections au volant pour optimiser son tour en qualification. Continuons, nous voyons ici qu'il aborde le virage très vite, il frôle évidemment toujours les murs, il va à la limite de la piste. Russell est ce qu'il faut à Singapour pour réaliser le meilleur temps au tour. Et continuons, nous voyons dès qu'il y a de nouveau la modification de l'engine brake. Ça devrait être dans ce cas. Voyons voir, le voici. Je fais remarquer ici qu'on peut voir 57.4. Pourquoi a-t-il un engine brake aussi bas dans ce cas? Attention, c'est une modification qui est faite automatiquement par Mercedes qui a des modules internes. Et elle est faite parce qu'en sortie de ce virage qui précède une ligne droite, il est fondamental de récupérer de l'énergie. Et donc il est réglé automatiquement à 57.4, qui est la valeur de l'engine brake à l'avant. Donc celui de l'arrière est augmenté parce que je me souviens qu'avant, c'était 58.6.8, 4, 58.3, dans ce cas, 57.4. Donc l'engine brake est réduit à l'avant pour l'augmenter à l'arrière. Pour quelle raison? Pour récupérer plus d'énergie en sortie de virage. Cette récupération d'énergie est fondamentale parce que nous savons que le déploiement de l'air, donc l'utilisation de l'énergie hybride pendant le tour, permet aux pilotes d'avoir plus de puissance et donc d'avoir plus de vitesse dans chaque secteur du circuit. Donc c'est une modification qui est faite automatiquement par Mercedes et non par Russell.
Dans ce cas, pour essayer de récupérer le plus d'énergie possible tout au long du tour en qualification. En effet, on voit, maintenant continuons un instant que lui. Il arrive ici, il apparaît 57.4, il se déplace. Non ici, on ne voit pas après. Désolé, continuons. Ici, c'est toujours le déploiement de l'air. Ici, il y a le tronçon où il maintient 58.4 à l'avant grâce au frein moteur. Et en avançant, on voit ici à la sortie de cette ligne droite. Ici, vous voyez qu'il y a 57.3 qu'il augmente à 57.4. Puis il change l'écran et va à 58.4 pour le frein moteur à l'avant. Donc c'est la valeur que Russell va changer. Vous voyez combien de changements il fait pendant le tour pour essayer d'optimiser au mieux l'équilibre entre l'avant et l'arrière. À certains moments, il optimise l'arrière pour avoir une bonne récupération d'énergie, une bonne vitesse en sortie et en traction. Dans d'autres cas, il augmente le frein moteur à l'avant pour avoir plus de stabilité à l'avant et ainsi améliorer, disons, l'équilibre de la monoplace. Je voulais vous montrer cette analyse de l'onboard de Russell, car elle est fondamentale pour comprendre la différence que nous avons ensuite vue sur le tour. Regardons ici le classement où nous voyons que Mercedes, je vais lire les secteurs, a fait 26.4 avec Russell dans le premier secteur et 26.4 avec Antonelli dans le premier secteur. Contrairement à tous les autres, où Verstappen a juste fait 26.5, Piastri 26.5, Norris 26.6, même Hamilton 26.7, Leclerc 26.6. Vous comprenez bien que les adversaires P1, 2, même Hamilton, 3 dixièmes de différence par rapport à Mercedes précisément, parce que Mercedes réussit à être plus précise au freinage, plus précise dans les virages, grâce à l'amélioration et à la gestion du frein moteur, mais aussi grâce à la nouvelle aile avant à apporter par Mercedes elle-même, et nous l'avons compris grâce au tour onboard. Donc la pole position de Russell, nous l'avons déjà dit, était attendue. Cependant, je tiens à la répéter, avec un tour formidable, car il a fait un tour spectaculaire lors de la première tentative en Q3, et l'a répété lors de la deuxième tentative en Q3 en s'améliorant. Donc formidable, grand Russell et aussi superbe tour de Kimi, quand même parce qu'avec Mercedes, personne ne s'attendait à un Kimi aussi fort. Personne ne s'attendait à une Mercedes aussi forte. Et pourtant, nous avons vu ici, je vous montre par exemple Kimi, nous avons vu une excellente Mercedes ce week-end grâce à la modification. Je vous la montre à partir de cet écran de l'aile, avant que nous avons également mentionné hier. Mercedes a été modifiée pour améliorer les performances et ils ont fait une étude attentive pour essayer de fléchir le carbone en respectant les limites de la fédération. Et c'est le résultat que nous avons vu d'une étude qui a certainement duré des semaines, des mois. Pour Mercedes, ce n'est pas une étude qui se fait du jour au lendemain. Ils ont apporté cette mise à jour à Singapour. Certainement une modification qui fonctionne mieux sur un circuit urbain par rapport à un circuit avec de longues lignes droites et des virages larges. Elle fonctionne mieux sur des circuits étroits comme Singapour. Et donc nous avons vu cette modification avant qui a permis à Mercedes d'être plus forte parce que Mercedes fait beaucoup de différence, surtout par temps froid. Mais attention dans ce cas, nous avons une piste comme Singapour qui n'est pas favorable pour Mercedes. Mais grâce à ces modifications, elle a réussi à compenser ce qu'elle perdait sur d'autres circuits. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle perdait? La Mercedes était très souvireuse. Dans ce cas, nous l'avons également vu depuis l'onboard de Russell. C'était une Mercedes tout sauf souvireuse. Elle était très précise dans les virages et c'est ce qui avantage les pilotes sur les circuits urbains. Dans ce cas, nous avons vu avec Russell et aussi avec Kimi Antonelli qui a fait un excellent 4e temps à 3 dixièmes de Russell et un excellent premier secteur. Je tiens à dire qu'il a ensuite un peu perdu dans le 2e et aussi dans le 3e secteur, mais quand même beaucoup de choses. Je dois dire que la principale différence Russell l'a faite en effleurant chaque muret, en prenant des risques énormes mais calculés parce que lorsque vous effleurez le muret, en emportant plus de vitesse en sortie, c'est un risque calculé. C'est-à-dire que tu vas à la limite, mais tu sais que tu exploites toute la piste, chaque centimètre disponible. Quand par exemple, Ferrari disons, effleurer le muret, je vous montre par exemple dans cette image ici de Leclerc, dans cet onboard. Dans ce cas, ce n'est pas un effleurement du muret voulu par Leclerc, c'est un effleurement du muret, mais tu ne parviens pas à rester dans les limites de la piste. C'est une chose différente. Quand tu arrives si serré à toucher le mur, ce n'est pas si voulu, et donc tu perds aussi en performance dans ce cas, et tu perds également du temps sur le tour. Donc cela pour dire que la Mercedes, qui était celle la plus sous-estimée au début de ce week-end, et que Leclerc lui-même avait dit « Nous ne serons pas pour la victoire à Singapour, probablement nous ne gagnerons pas une course d'ici à la fin de l'année. Mais une certitude, nous l'avons. Nous serons devant Mercedes,
et ce n'est pas ce qui s'est révélé. Il vaut mieux ne pas s'avancer avant les week-ends de course en général en ce qui concerne Ferrari. Cela dit, Mercedes a réussi à s'améliorer sur cet aspect, étant plus précise, moins souvireuse. Où Ferrari a-t-elle eu des difficultés? Nous avons vu une Ferrari qui a finalement terminé en 6e et 7e position avec un Charles très déçu. Il a dit « Incroyable, 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 tellement mauvais, tellement mauvais ». Week-end à oublier pour Ferrari jusqu'à présent avec Hamilton, oui, devant en 6e position, Leclerc derrière en 7e. Hamilton roule plutôt bien dans ses dernières courses, il maintient le rythme de Leclerc, mais les gars, cette Ferrari est vraiment ingérable. On atteint une certaine limite où on voit bien à quel point il est difficile à conduire. Elle ne tient pas la route par rapport à tous les autres qui continuent à s'améliorer. Nous voyons aussi ici les temps. Tous les adversaires continuent à améliorer leur temps autour, tandis que Ferrari a beaucoup de mal à s'améliorer, au point que Leclerc a pris des risques en Q2. En Q2, Leclerc a fait son tour dans les dernières minutes, les dernières secondes, car il n'arrivait pas à se qualifier. Il n'a pas réussi à faire un temps propre, contrairement à tous les autres qui arrivent à rouler à la limite, mais sans être aussi poussés. Et c'est la vraie différence entre Ferrari et les autres équipes de pointe. C'est ce qu'Hamilton a toujours déploré, mais sur une piste comme Singapour, il a réussi à aller plus vite que Leclerc, et beaucoup d'entre vous se demanderont pourquoi Leclerc a eu plus de mal qu'Hamilton sur une piste qui est un circuit urbain que Leclerc a toujours apprécié. Eh bien, il y a une raison à cela. La raison, je vais vous montrer ce on-board de Leclerc ici. Pour simplifier, c'est que, eh bien, Hamilton parvient à mieux gérer la température des pneus, dans ce cas des pneus tendres en qualification, tout au long du tour. En effet, nous avons toujours dit que Leclerc, par rapport à Hamilton, a une conduite légèrement plus survirante. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous faites davantage déraper l'arrière pour, disons, un avant plus précis, donc vous déplacez le frein moteur, la charge aérodynamique sur l'avant, au point que Leclerc demande plusieurs fois d'avoir plus d'incidence sur l'aileron avant. Sur le flap de l'aileron avant, combien de modifications il a demandé à ce sujet. Donc vous avez un avant plus précis, plus chargé sur l'avant, un arrière qui donc glisse plus parce qu'il est plus instable, un peu plus glissant, disons, mais c'est quelque chose qui vous permet de faire tourner davantage la voiture. Le problème est qu'une piste comme Singapour, qui est une piste où il y a quand même une température assez élevée de l'asphalte, où les pneus sont aussi beaucoup utilisés, vous arrivez en fin de tour avec un arrière qui est beaucoup plus chaud en termes de température que ce que vous souhaiteriez comme objectif. Et cela, Leclerc en souffre beaucoup, car ensuite vous glissez beaucoup plus. En effet, j'ai vu plusieurs plusieurs prises de vue externes, qui ont montré que Leclerc glissait plus dans la dernière chicane, celle avant le dernier virage, par rapport à Hamilton. Là, il glisse beaucoup plus parce que vous avez un arrière brûlant pour vous faire comprendre de manière simpliste. Vous avez un arrière qui est très chaud, plus chaud que celui de Leclerc par rapport à celui de Hamilton. Et donc vous avez moins d'adhérence, vous glissez davantage. Et vous perdez du temps autour parce que vous devez utiliser moins d'accélérateur simplement parce que vous glissez plus. Vous ne pouvez pas pousser à la limite. En effet, nous avons vu Leclerc dans ses qualifications toucher le mur à plusieurs reprises, très près de la limite. Hamilton l'était aussi, mais moins que Charles. En fait, nous voyons aussi ici, je montre cette télémétrie de Federico Albano qui nous montre que dans la dernière tentative, Leclerc a aussi risqué de s'écraser, de toucher le mur justement parce qu'il était très près de la limite et a donc dû, disons, alléger parce qu'il était vraiment à la limite de la conduite et avec le pneu qu'il avait monté, il avait un arrière très, très chaud et donc il glissait beaucoup en piste. Donc c'est un détail que nous avons vu, nous avons vu donc un Leclerc avec Hamilton très près de la limite. Ce qui me déçoit un peu avec cette Ferrari, c'est sûrement la position, car partir aussi loin derrière complique aussi beaucoup la course, et peut-être que Ferrari peut avoir un bon rythme, mais en partant aussi loin derrière, comme nous l'avons vu au début de la saison, c'est un week-end sacrifié. L'autre chose est que vous êtes derrière une Mercedes, vous êtes derrière une McLaren, vous êtes derrière les deux Mercedes, les deux McLaren, la Red Bull, c'est-à-dire que vous êtes derrière beaucoup de voitures, pas peu. Je vous le dis tout de suite, derrière Russell, Verstappen, Piastri, Antonelli et Norris, deux Mercedes, deux McLaren, un Red Bull. C'est-à-dire, vous qui vouliez être devant Mercedes ce week-end, vous vous retrouvez derrière la Mercedes qui a fait la pole, derrière aussi la McLaren, les deux McLaren, et vous êtes là à vous battre avec Hadjar, car en termes d'écart, attention, Leclerc est plus proche de Hadjar que de Norris par exemple. C'est-à-dire, vous comprenez bien que la Ferrari est plus proche de la partie haute du top 10 que de la partie basse du top 10, c'est-à-dire celle qui compte réellement.
Et c'est un fait alarmant de voir une Ferrari en si grande difficulté, surtout après que le vendredi s'était mal passé. Dans ce cas, pas très bien. Les essais libres 1 ne s'est pourtant pas si mal passé. Certains chantaient déjà victoire. Donc attention, car la Ferrari a montré une fois de plus beaucoup de difficultés. Je dois féliciter Kimi, qui a toujours été critiqué dans cette disons première partie de saison, et depuis la pause estivale, il montre une grande maturité et une grande vitesse aussi, et dans les moments importants, il fait la différence. Donc félicitations à Kimi, les gars, parce qu'arriver à 3 dixièmes d'un Russell qui était aujourd'hui incroyable, très rapide, et malgré tout arrivé devant Norris, qui est un pilote qui joue le championnat, eh bien c'est impressionnant. Donc Kimi qui a toujours été démoli, même par les médias italiens, pas seulement à l'étranger. Il faut maintenant évidemment lui rendre hommage, et je l'ai toujours défendu, vous le savez bien, car c'est un pilote qui doit progresser, il est jeune, il a besoin de gagner de l'expérience, et il le fait sur un circuit où il n'a jamais piloté. Singapour, eh bien mince, il a été très fort, donc félicitations à Kimi qui va très bien. Et je dois aussi parler de l'affaire de Verstappen, qui s'est plaint de la McLaren qui rentrait au stand, et je voulais aussi parler de cet épisode très intéressant. Je mets le classement en arrière-plan qui, on peut mettre celle-là aussi, allez. Je mets cette image ici qui était pratiquement après les qualifications. Nous avons vu Russell, Verstappen et Piastri commenter, disons, les qualifications qui venaient de se dérouler. D'ailleurs, un trio très heureux car Russell parvient à décrocher la pole avec une Mercedes qui ne s'attendait même pas à être en pole ici à Singapour, sur une piste qui, par ailleurs, n'est pas très favorable à Russell. Et après nous verrons pourquoi. Verstappen deuxième, tout de même devant les McLaren, donc qui joue le titre contre elle si on veut, donc c'est impressionnant pour lui, et troisième Piastri qui est de toute façon devant ses coéquipiers, donc il est content. Cela dit, Verstappen a dit, et j'ai fait une erreur à la dernière chicane, mais il y avait aussi une McLaren très lente devant, et ce n'était pas Piastri, en parlant de Norris. Donc il s'est un peu plaint de cette McLaren qui rentrait au stand, mais on l'a vu aussi plusieurs fois en caméra embarquée. Ce n'était pas tant un problème de la McLaren, mais plutôt un problème de Verstappen, qui a fait une erreur à la dernière chicane. Donc, je tenais à le dire. Donc, Verstappen fait toujours un peu ce jeu de mettre la pression mentale sur les adversaires. Mais dans ce cas, c'est Max qui a fait une erreur. Une erreur qui, les gars, est légitime car il conduit cette Red Bull au-delà de sa limite réelle. Et être avec une Red Bull à Singapour devant les McLaren, chapeau bas, c'est déjà impressionnant. Très impressionnant. Donc, et reprenons rapidement le classement. On voit justement que Verstappen a réussi à terminer à moins de 0,2 secondes de Russell, tandis que Piastri a pris 0,3 secondes et 0,6 secondes par rapport à Russell. Donc un écart important par rapport à la McLaren qui était favorite ici à Singapour. Antonelli est arrivé très près, il l'a presque dépassé, donc une Mercedes nettement supérieure à la McLaren et un Norris qui, encore une fois, les gars, Norris, que pouvons-nous dire, encore une fois cinquième, le dernier des pilotes qui compte là devant, qui se battent pour le titre, à savoir Verstappen et Piastri avec la Mercedes qui a fait ça ici à Singapour. Donc un Norris qui, encore une fois, sincèrement, a déçu parce qu'il devait être là, dans ce trio-là. Tu ne peux pas te permettre, avec la McLaren, de ne pas arriver dans les 3 premiers, surtout sur un circuit comme Singapour qui devait être favori. Pour la McLaren, en revanche, nous ne l'avons pas vu si favorite. En somme, un Norris qui, encore une fois, a déçu et aime vraiment dommage. Cela dit, je montre aussi, allons voir aussi les déclarations de Leclerc rapidement. Suis-je en colère? Oui, ça a été difficile tout le week-end. Les essais libres 1 se sont bien passés, nous avons fait des changements et cela a empiré la voiture. Explication. Si une équipe comme Mercedes, qui devrait avoir du mal avec la chaleur, fait pourtant la pole position, il n'y a pas d'excuse. Et c'est un peu l'explication que nous avons donnée plus tôt. Une Mercedes qui a modifié le réglage de sa voiture, a apporté une nouvelle à l'avant et avec la chaleur a retrouvé de l'adhérence et une sensation de moins de sous-virage, notamment dans les virages. Sur les changements que Ferrari a fait, nous les voyons rapidement. Nous les avons également vus hier, mais je vous les montre à nouveau. En fait, ils ont fait un changement sur l'aileron arrière, le voilà, et aussi sur le beam wing. Voyons ensemble, ceci est l'aileron arrière de Leclerc en haut, celui de Hamilton en bas. On voit que Hamilton est légèrement plus chargé par rapport à Leclerc, comme toujours, pour essayer d'avoir plus d'adhérence à l'arrière.
Ici aussi le changement sur le beam wing. Un beam wing plus léger pour Leclerc par rapport à celui de Hamilton, un peu plus chargé. Donc des changements qui pour Leclerc n'ont pas fonctionné. Pour Hamilton si l'on veut légèrement plus. Mais la réalité est que tu peux changer le beam wing. Tu peux changer l'aileron avant, arrière sur cette Ferrari. Mais il n'y a pas de performance. Elle n'est pas maniable. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de conduire cette voiture. Et surtout de la pousser à sa limite. Donc... en faisant un petit, nous avons également parlé de l'aileron arrière. Ici, je vous montre, l'aileron avant. Je vous montre celui de Red Bull modifié avec un flap plus grand. Eh bien, de l'aileron avant qui garantit plus d'incidence, donc sur l'avant, plus d'adhérence sur l'avant, et donc une meilleure maniabilité, si on veut. Et cela a sûrement aidé Verstappen ce week-end. Je montre aussi ici, Ferrari a fait le même temps lors des essais libres 3 de 2024, et les essais libres 3 de 2025. Leclerc 1, 30, 559 et 1, 30, 559 pour Hamilton, signe que la Ferrari n'a pas progressé contrairement à tous les autres. Et voyons ce que je disais auparavant aussi à propos de Russell en passant. 2023 au mur, 2024 au mur, 2025 au mur. Mais maintenant, il part de la pole. Donc nous verrons comment se déroulera la course. Mais Singapour n'a pas été si positive pour Russell ces dernières années. Dernière chose, commentons également l'absence de suite, on peut dire, pour Hamilton. Hamilton qui a accéléré, on peut dire, n'a pas respecté le drapeau rouge après être passé lors des essais de R3. Je résume. Lawson est allé de nouveau au mur après que nous ayons vu hier aussi qu'il avait fini au mur. Il y avait de nouveau le drapeau rouge lors des essais de R3. Hamilton a dépassé Lawson, ralentissant. Puis, après l'avoir dépassé, il a accéléré et donc n'a pas respecté le drapeau rouge. Il faut dire cependant qu'il n'a pas reçu de pénalité parce qu'il a respecté le Delta Team imposé par la fédération. Donc il est resté finalement dans la limite. Il semblait être allé plus vite et avoir accéléré. On a aussi vu Lombard où Hamilton semblait ne pas respecter le drapeau rouge, bien qu'il y avait des panneaux rouges partout. Beaucoup ont dit comment est-il possible qu'un septuple champion du monde avec autant d'expérience que Hamilton ne ralentisse pas lorsqu'il y a un drapeau rouge. Il faut aussi dire que beaucoup ont signalé que Riccardo Adami a dit push, pousse, jusqu'à l'entrée de la voie des stands. Un message radio que nous avons entendu en retard, parce que nous avons entendu quand Hamilton était déjà en train de rentrer dans la voie des stands, mais qu'on lui a probablement dit avant, et Hamilton a compris qu'il pouvait pousser alors qu'il y avait encore le drapeau rouge. Donc une situation encore un peu confuse. Ferrari a néanmoins été graciée aussi dans cette situation après avoir été graciée hier avec Leclerc, et malgré cela, elle a eu du mal aujourd'hui en arrivant 6e et 7e en qualification. Nous concluons. Qu'est-ce que j'attends de la course? Ah, une parenthèse aussi sur Aston Martin. Très mauvais aujourd'hui, les gars. Aston Martin 10e avec Alonso et 17e avec Stroll complètement perdu. Signe que le vendredi, nous pouvons voir des paramètres qui ne respectent cependant pas ce que nous voyons le samedi et le dimanche. Et ceci en est la preuve. Qu'est-ce que j'attends de la course de demain? Selon moi, eh bien, nous verrons une grande course de McLaren. Donc attention à McLaren, qui peut aller très fort et visera sûrement à finir sur le podium avec Piastri. Sûr qu'il part 3e, peut-être aussi Norris. Et il faut aussi voir un peu Russell et Verstappen quel rythme ils ont. Verstappen semble avoir un bon rythme. La Mercedes reste un peu dans le limbo, car ils n'ont pas vraiment testé le rythme de course ces jours-ci. Attention aussi à la question de la voiture de sécurité, qui peut être une chance pour un des pilotes pour faire l'arrêt, ou justement chance, ou malchance, selon quand vous vous arrêtez. Donc ce sera peut-être une course un peu statique, en voyant les positions qui sont. La Ferrari ne fera pas mieux que le top 5, c'est déjà beaucoup si elle réussit à faire le top 5 vu les pilotes devant. Nous verrons. Il pourrait aussi y avoir un palatruck, comme en 2017, mais peut-être à l'envers. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez des qualifications que nous avons vues aujourd'hui. Mon pronostic reste le même que celui des qualifications, je dis Russell, Verstappen, Piastri pour la course, parce que selon moi, c'est une course statique. Mais dites-moi votre avis dans les commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de la Ferrari. Ici, depuis Toulas, c'est tout. Nous nous voyons dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup les gars pour tout le soutien, même dans les commentaires.